Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un thread d'horreur, tu verras le thème et je pense que tu vas kiffer. Alors oui, je te le dis tout de suite, si tu veux soutenir c'est le bon moment, parce que YouTube il va pas kiffer ce genre de vidéo. Voilà, donc un petit pouce bleu, un abonnement, ça fera toujours plaisir et un commentaire. D'ailleurs j'ai deux infos pour vous. Il y en a une je vous l'ai dit maintenant et l'autre ce sera en fin de vidéo. La première info, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties sur la chaîne en ce moment et que vous n'avez sûrement pas vu. Puisque YouTube il les met pas du tout en avant, il en a rien à foutre. Faut se le dire. Il y a encore des gens qui me demandent si la partie 4 va bientôt sortir. Ça fait 2 semaines qu'elle est sortie. Et ça, je vous en veux pas, c'est sûrement que vous l'avez pas vu parce que déjà vous me suivez pas sur Insta. Et en deux, parce que YouTube s'en fout et veut pas la mettre en avant. Bref, on n'est pas là pour pleurer, on n'a pas que ça à faire, on va partir sur l'histoire. Attends, juste avant qu'on commence, si jamais tu vois que ma langue elle devient bleue au fur et à mesure de la vidéo, c'est normal, c'est juste que j'ai bu ça. Voilà, tout à fait normal, j'ai pas sucé de schtroumpf. Alors j'ai pas précisé mais cette histoire elle va être à la première personne. Je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère. Elle ne m'a pas tout à fait élevé, mais avec la fréquence à laquelle ma mère a été en prison ou en cure de désintoxication, elle pourrait tout aussi bien l'avoir fait. Cela ne veut pas dire que mon enfance a été mauvaise, ce n'était peut-être pas aussi bien que certains, mais j'ai passé beaucoup de temps avec mes cousins lors de leur visite. La maison était située dans un bel endroit, à la lisière des bois, et grand-mère savait vraiment cuisiner. J'ai aimé mon enfance et personne ne peut me l'enlever. En fait, je n'ai vraiment eu qu'une seule expérience vraiment mauvaise dans les années que j'ai passées chez ma grand-mère. La journée a commencé mieux que la plupart. C'était au début de l'été, donc je n'étais pas à l'école. Et les journées n'étaient pas encore devenues insupportablement chaudes. Mes deux cousins, Thomas et Isabelle, avaient passé la nuit précédente chez grand-mère avec moi. Nous nous sommes tous les trois réveillés dans le canapé familial. Puisque oui, nous étions restés éveillés la nuit avant de regarder un tas de vieux films. Après un copieux petit déjeuner de crêpes et de saucisses, nous sommes allés à la piscine puis de retour à la maison pour jouer près des bois. C'est alors que grand-mère a commencé à nous appeler depuis le porche arrière. Elle nous a réprimandés pour avoir laissé des cassettes VHS partout sur le sol de la salle familiale et de ne pas avoir nettoyé après nous-mêmes. On a demandé est-ce qu'on peut nettoyer après notre match ? Je vais déposer quelques affaires au travail de ton grand-père. Ensuite, je vais au magasin pour les ingrédients du souper. Si je reviens et que cette chambre n'est pas propre, je l'ai coupé et je lui ai dit « Ouais, c'est bon, on sait grand-mère ». Elle nous a regardé avec un petit air du genre « Ah, c'est la jeunesse ». Elle a alors souri et elle s'est dirigée vers sa voiture. Je ne me souviens pas de tous les jeux auxquels nous jouions. Seulement que ma jeune cousine, Isabelle, a cessé de vouloir participer parce que nous passions trop de temps dans les bois. Il n'était pas effrayant ou quoi que ce soit. La forêt de conifères a toujours été magique pour moi. À l'automne, les bois étaient remplis de pommes de pin et de glands que je devais ramasser. Au printemps, il était peuplé de troupeaux de jeunes cerfs de Virginie. Et surtout, en hiver, la couverture de neige faisait ressembler le jardin de ma grand-mère à la couverture d'un CD de Noël. Isabelle aimait les bois autant que Thomas et moi, mais pour une raison quelconque, aujourd'hui, elle a gardé ses distances. Indépendamment de son hésitation, nous serions rentrés de toute façon, car bientôt, des nuages gris foncé ont commencé à venir depuis les collines. Les gouttelettes d'eau ont commencé à recouvrir les fenêtres alors que nous parcourions les piles de cassettes VHS que nous avions laissées sur le sol. Nous n'avions pas regardé la plupart d'entre elles la nuit précédente. Mais comme le font les jeunes enfants, nous en avions sorti un groupe et les avions laissés disperser à la recherche de ceux sur lesquels nous pouvions nous mettre d'accord. Isabelle n'avait que 5 ans et ne savait pas encore vraiment lire. Donc c'était à Thomas et moi de faire correspondre la plupart des cassettes à leur propre boîte. Au cas où vous n'auriez pas grandi avec elle, la plupart des cassettes VHS étaient noires. C'était la couleur standard. Parfois, il y en avait une avec la bande supérieure d'une couleur différente. Et encore plus rare était celle entièrement colorée que nous avions. Et je dis cela non seulement pour rappeler un peu de nostalgie, une époque de technologie plus simple, mais aussi pour signaler pourquoi ce qui s'est passé est aussi étrange. Vous voyez, avec la rareté des cassettes VHS colorées, nous savions exactement lesquelles nous avions. 2 oranges et une bleue. L'une des oranges était Razmoket, la bleue était Monstre et compagnie. Mais cet après-midi-là, alors que la tempête commençait à vraiment s'abattre et que la vue par les fenêtres était presque complètement obstruée, Isabelle m'a tendu une cassette et m'a demandé dans quelle boîte elle devait aller. J'étais confus, non seulement parce que je n'avais pas vu la cassette VHS rouge foncé auparavant, mais parce que l'écriture sur le devant était quelque chose que je ne pouvais pas lire. « Hé Thomas, regarde ça, est-ce que tu peux le lire ?» Thomas avait l'air aussi confus que moi. En effet, aucun de nous ne s'était souvenu d'avoir vu la cassette VHS auparavant, et nous n'aurions pas oublié une teinte aussi distincte.
Thomas m'a assuré que je n'étais pas fou et que l'écriture sur la bande ne pouvait pas être en anglais. Nous avons donc décidé de regarder la cassette pour comprendre. Bien qu'elle l'ait nié, nous avons pensé qu'Isabelle venait de sortir une autre cassette VHS de l'étagère. Tout ça pendant que nous ne regardions pas et qu'elle adorait juste la couleur de celle-ci. Thomas a inséré la cassette dans le lecteur et j'ai allumé la télé. Au début, nous pensions que la cassette ne fonctionnait pas. L'écran était juste noir à l'exception du texte sur les bords de l'écran qui suggérait que la bande était faite maison. Toutes les lettres étaient dans cette écriture bizarre cependant. Une dont j'étais certain qu'elle ne partageait même pas le même alphabet que l'anglais. Nous étions sur le point de retirer la cassette lorsque j'ai remarqué que les chiffres de l'horodatage augmentaient, ce qui signifiait qu'elle fonctionnait, et que celui qui avait filmé la vidéo ne filmait que dans le noir. Bon, c'est probablement une vieille grand-mère qui a enregistré un film à la maison, et qui a juste laissé l'appareil photo allumé pendant la nuit ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi ce serait écrit comme ça? Peut-être devrions-nous simplement rembobiner pour le savoir. J'étais d'accord avec Thomas sur le fait que le rembobinage de la bande était le plus logique. J'ai appuyé sur le bouton du lecteur et je suis allé m'asseoir sur le canapé à côté de mes cousins. Je m'attendais à ce que la bande mette un certain temps à se rembobiner, étant donné que notre théorie était que c'était une grand-mère qui avait laissé sa caméra allumée pendant la nuit. Mais peu de temps après que je me sois installé sur le canapé, j'ai entendu le clic distinctif de la bande qui atteignait le début. Thomas et moi avons échangé un regard confus alors que je me relevais pour appuyer sur play. La première scène était celle du sol au bord de l'autoroute. Celui qui enregistrait marchait clairement sur la route. Mes soupçons qu'il faisait de l'autostop ont été confirmés lorsque la scène suivante est survenue. Celle du caméraman entrant dans la cabine d'un semi-remorque long courrier. Le camionneur a regardé la caméra et a souri. C'était un homme plus âgé avec une barbe poivre et sel et un bon petit ventre. Vous faites un documentaire ou quelque chose comme ça? Oui, quelque chose comme ça. Ça, c'est la première chose qui a été entendue dire par le caméraman. Le ton était joyeux, comme s'il était clairement obligé de se lever enfin et de monter dans un véhicule. Cette personne avait un accent que je n'arrivais pas à situer. J'étais trop jeune pour comprendre d'où il pouvait venir. La scène s'est poursuivie avec le caméraman et le camionneur ayant une conversation amicale. Le caméraman a placé le caméscope sur le tableau de bord du camion, pointé sur l'autoroute devant eux. Cela ne nous a pas pris longtemps pour nous ennuyer, et j'ai décidé d'avancer rapidement la bande. La scène a duré un certain temps, et j'ai regardé le soleil à l'horizon plongé sous la limite des arbres et le ciel frais du soir se dérouler sur l'écran. Ensuite, le caméscope a commencé à se déplacer et j'ai arrêté l'avance rapide. La caméra s'est tournée pour filmer le camionneur alors qu'il entrait dans une station-service au milieu de nulle part. Du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que j'entende mon cousin dire « Hey, c'est le relais routier à la périphérie de la ville !» J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé qu'il avait raison. C'était le relais routier à quelques kilomètres de la ville où grand-mère s'arrêtait toujours pour faire le plein et prendre des collations chaque fois que nous partions en voyage. Dès que le camionneur est entré dans le magasin, le caméraman a commencé à fouiller dans ses affaires. Il ouvrit des sacs de sport et ouvrit quelques étagères, prenant des objets au hasard au fur et à mesure. Je me suis dépêché de me rasseoir sur le canapé à côté de mes cousins pour avoir un meilleur angle de l'écran. Il ne fallut pas longtemps avant que nous entendions ce qui se passe sur l'écran. Le camionneur était de retour et n'était pas content de voir ce que faisait son invité. Une bagarre a éclaté entre le caméraman et le camionneur. Du moins, c'est ce que j'ai compris, puisque le caméscope a été lâché presque immédiatement. Tout ce que j'ai entendu était le bruit d'une bagarre alors que l'écran montrait le dessous poussiéreux du siège passager. Les sons du combat sont passés d'énervants à dérangeants rapidement. Aucun des deux ne criait ou ne criait plus. Mais l'un d'eux s'étouffait sans aucun doute. À bout de souffle et ayant du mal à respirer, l'écran se mit à trembler au rythme de l'un des hommes donnant des coups de pied sur le siège passager, s'accrochant à un espoir de vie. Isabelle m'a attrapé la main et a murmuré « J'ai peur !» Je lui ai assuré que c'était bon, même si moi-même je n'étais pas très rassuré. Je lui ai alors dit que c'était juste un film d'horreur, que ce n'était pas vrai. Isabelle enfouit son visage vers mon torse et j'ai apprécié le contact. J'ai attrapé la main de Thomas et je l'ai serré. Nous avons partagé un regard qui signalait ce que nous savions tous les deux. Si c'était un film d'horreur, pourquoi est-ce que c'est le relais routier que nous connaissons si bien? Les bruits à l'écran se sont arrêtés. Isabelle a commencé à lever la tête pour regarder à nouveau, mais j'ai maintenu sa tête en place. Le caméraman a repris le caméscope sous le siège et l'a pointé droit sur le chauffeur de camion sans vie. Thomas et moi avons crié. Il gisait maladroitement sur le matelas de la cabine. Son visage était violet et ses yeux étaient injectés de sang. Puis la caméra a tourné et pour la première fois, nous avons vu l'identité ou l'absence d'identité de l'homme derrière le film.
Il portait un masque facial en bois. Il a été façonné pour ressembler à un vieil homme avec un gros nez. Il avait des yeux tristes et ridés. Un fil gris était attaché autour de tout cela pour donner l'impression de longs cheveux ébouriffés et d'une barbe assortie. La scène a coupé et maintenant ce n'était plus que des arbres. Isabelle nous a demandé ce qui s'était passé, mais nous n'avons pas parlé. Elle m'a alors un petit peu frappé pour revoir l'écran et cette fois je n'ai pas pu résister. C'était des arbres, rien que des arbres et de la terre. Puis là, ça m'a frappé. Tout ça était vraiment trop familier. L'herbe, les arbres, les pommes de pin et les glands. C'était le bois derrière la maison. Mon regard s'élança par la fenêtre vers la limite des arbres. Les fortes pluies ont déformé la forêt. Ce que je considérais autrefois comme un pays des merveilles était maintenant un mystère. Puis j'ai entendu ma grand-mère, mais pas de la porte d'entrée, pas du couloir, de l'écran. Thomas a serré ma main si fort que j'ai eu mal. Isabelle a commencé à pleurer. Je sors déposer quelques affaires au travail de ton grand-père. Mon cœur s'est effondré. Le point de la vue de la caméra était des bois regardant la cour arrière. Il s'est concentré sur le porche arrière où ma grand-mère nous a parlé. Et puis en vue panoramique vers le bas pour montrer moi-même. Mon cœur s'est mis à battre la chamade quand j'ai vu l'arrière de ma tête sur la télé devant moi. Thomas se tenait à côté de moi. Et Isabelle ? Eh bien, Isabelle regardait droit dans la caméra. Elle avait l'air confuse, comme si elle ne savait pas ce qu'elle voyait. À l'écran, Thomas et moi avons commencé à jouer à chat. Et j'ai été témoin du moment de ma vie où j'ai été le plus proche de la mort. Alors que je fuyais Thomas, j'ai couru juste devant le caméraman. Il a déplacé le caméscope pour suivre mon chemin. Mon cœur faisait plus de bruit que l'écran. Ma gorge était si serrée que je ne pouvais presque plus respirer. Puis le caméraman a commencé à bouger. Pas vers nous, mais vers la maison. Il a filmé alors qu'il se dirigeait vers la salle familiale. Il filma les cassettes VHS étalées sur le sol et gloussa. Puis ma grand-mère est revenue dans la maison, oubliant quelque chose. Et l'homme s'est précipité dans le placard pour se cacher. J'ai regardé Thomas et je lui ai dit « Thomas ?» Il m'a regardé et la même prise de conscience lui est venue. L'écran était noir. Le même écran noir que nous avons vu lorsque nous avons inséré la bande pour la première fois. Le placard dans lequel il s'était caché était le même à côté duquel je m'étais tenu tant de fois aujourd'hui, chaque fois que je me levais pour rembobiner ou avancer rapidement. Je n'étais qu'à quelques mètres. Thomas et moi regardons le placard maintenant, et nous avons vu cette porte entrouverte. Et dans l'obscurité, un nez en bois et un fil gris effiloché. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir crié et couru aussi vite que possible avec Isabelle et Thomas à mes côtés. Nous nous hâtâmes de monter au 2e étage puis dans le grenier. Nous nous sommes cachés dans un vide sanitaire et avons prié pour que l'homme ne nous trouve pas. Après ce qui semblait être des heures, nous avons entendu des pas, le grincement du mouvement dans le vieil escalier en bois. Je fermais les yeux et sanglotais. La porte du vide sanitaire s'est ouverte et nous avons tous crié. « Et qu'est-ce qui vous prend tous les trois ?» Ça, c'est ce que ma grand-mère nous a demandé. Là, enfin, le monde entier nous est revenu. On a alors balbutié pour lui expliquer toute la situation. Je doute qu'elle ait vraiment comprise. Mais elle a pris notre témoignage au sérieux. Grand-mère a ouvert le coffre-fort et a sorti l'un des fusils de son mari. « Restez ici et je reviens ». Cela ne lui a pas pris longtemps. Une fois qu'elle s'est assurée qu'il n'y avait personne dans la maison, elle nous a récupérés et nous a fait rappeler notre histoire sur le canapé de la salle familiale. Je pense qu'elle nous a cru. Mais la police n'a rien pu faire. Le placard était ouvert, mais il n'y avait pas d'homme avec un masque en bois. La cassette VHS rouge foncé n'était pas dans le lecteur et aucune trace de lui n'a été retrouvée dans les bois. Cela a pris du temps, mais la vie est revenue à la normale. J'étais de retour à l'école avant même que je m'en rende compte. Les devoirs ont commencé à prendre plus d'importance dans mon esprit que cet après-midi-là. Cela m'a semblé surréaliste. Et en vieillissant, j'ai commencé à douter que ce que nous avons vu était réel. Seulement, 3 choses m'ont dit que c'était le cas. Isabelle et moi avions toujours les mêmes souvenirs et le même scénario. Quand nous avons grandi, ma grand-mère a admis qu'un meurtre avait eu lieu au relais routier peu de temps avant l'incident. Et la 3e chose, eh bien elle s'est produite plus récemment. Je l'ai encore. Je suis maintenant plus âgé. Je vis dans une autre ville. Mais cet après-midi, je l'ai eu. Devant ma porte se trouvait la même cassette VHS rouge foncé. J'ai appelé la police et en attendant, je suis assis là, à écrire cette histoire tout en regardant derrière mon dos toutes les secondes. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil au vieux lecteur VHS sur mon meuble télé. Je ne sais pas si je dois regarder la cassette. Alors voilà, la partie 1 de cette nouvelle série est maintenant terminée. Ce qui veut dire que oui, il y aura plusieurs parties. Je vais pas vous dire combien, histoire de pas vous spoil. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire est bien complète. Histoire de pas être frustré, un peu comme sur l'autre histoire où on n'a toujours pas de nouvelles d'ailleurs. Alors je vous le dis, YouTube il va sûrement pas aimer cette série de vidéos, donc je vous invite fortement à mettre un petit pouce bleu et un commentaire.
Et n'hésitez pas à partager, que ça soit en story ou même si vous avez un TikTok, bah faites-vous plaisir ou quoi. Parce que là, on est sûr que YouTube, il va me défoncer cette série de vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette première partie. Sachez que c'est que le début et ça annonce du très très bon. D'ailleurs, pour ce qui est de la partie 2, je pense que ça sera la semaine prochaine. Ce sera le dimanche ou le lundi, je fais encore des petits tests. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.